Bienvenue à InfoChantier avec la FTQ Construction. Mon nom est Philippe Lapointe. Je suis présentement avec Dave Wilson, qui est agent de promotion pour Fier et Compétent et électricien de métier, puis Benoît Giguère, qui est vice-président à la Fédération autonome de l'enseignement, et c'est un ancien enseignant, bon, toujours enseignant, éthique, culture religieuse. Puis bienvenue avec nous, premier invité d'un autre centrale syndicale. On est bien content d'avoir de la visite à notre podcast. Merci. Alors aujourd'hui, on aimerait ça parler de la formation professionnelle puis du perfectionnement sur les chantiers. Le but de cette discussion-là, c'est principalement de comprendre là, comment est-ce qu'on bâtit là, la compétence sur la main-d'œuvre, puis surtout là, d'avoir une bonne vision terrain, vie école, de comment ça fonctionne. Fait que je commencerai entre autres avec Dave. Peux-tu m'expliquer pourquoi c'est important la formation professionnelle pour les travailleurs-travailleuses? Bien, aujourd'hui, avec le contexte qu'on vit dans l'industrie de la construction, par rapport à l'entrée massive d'apprentis qui arrivent dans l'industrie par l'ouverture des bassins. Mais puis en plus que les apprentis qui ont suivi un chemin plus traditionnel en faisant un DEP, qui ont un apprentissage écourté par rapport à l'heure et demie qui lui ont été crédités pour l'heure de formation qu'ils ont fait. En plus d'avoir le 80% des heures faites à l'apprentissage qui sont éligibles à aller faire, dans le fond, l'examen pour devenir compagnon, bien, ça fait en sorte qu'on a des équipes qui sont composées d'apprentis qui arrivent du bassin, puis un compagnon qui a eu un apprentissage écourté. Fait qu'en quelque part, c'est un petit peu inquiétant par rapport à les qualifications, dans le fond, de leur métier. C'est pour ces équipes-là qui sont composées de ça. Moi, je suggère fortement à ces travailleurs-là qui ont pris les chemins, dans le fond, traditionnels de DEP, d'aller chercher des perfectionnements pour essayer d'aller compenser, dans le fond, la perte qu'ils ont assumée avec les avancements, dans le fond, puis les apprentissages écourtés, là, comme ça. Puis eux, les personnes qui sont arrivées du bassin, eux, ils ont une obligation de formation. Mm-hmm. Mais ils ont une obligation de 30 heures minimale à faire par période d'apprentissage. C'est peu quand même. C'est pas beaucoup, mais le pire là-dedans, c'est que il y a de ces travailleurs-là qui, on dirait qu'ils n'ont pas ouvert les lettres de la CCQ, ils ne sont pas vraiment au courant qu'ils ont ces formations-là à faire, et on perd beaucoup de ces travailleurs-là par rapport à leurs obligations de formation. Qu'est-ce qui arrive s'ils ne font pas leur obligation de formation? S'ils ne font pas leur obligation de formation, si on se fie à ce qui devrait être fait, c'est que ces travailleurs-là perdent leur carte et doivent attendre que le bassin rouvre pour pouvoir réintégrer dans l'industrie de la construction. C'est pas un chemin que je suggère. Pour le travailleur, ouais. En dehors là, de sa carte de compétences, qu'est-ce que ça lui apporte d'avoir passé par le cheminement du DEP? Qu'est-ce qu'il y a comme valeur ajoutée? Le travailleur qui est passé par le DEP, il se trouve avoir en quelque sorte une base de connaissances pour pouvoir l'aider à cheminer dans le fond, dans son apprentissage. Mais le fait que ça soit écourté comme ça, il se trouve dans une position de compagnon avant son temps, dans le fond. Mm-hmm. Puis, mettons, je donne comme exemple, moi, j'étais électricien de métier. Le temps que moi, je me rende en apprenti deuxième année avancée, bien, ces apprentis-là qui arrivent des DEP, aujourd'hui, sont déjà compagnons. Puis, si je me recule au temps où j'étais apprenti deuxième année et demi, je ne suis pas sûr que j'étais en mesure de partir et de chaperonner en quelque sorte un apprenti avec zéro base en plus. Là. C'est pas comme moi, dans mon temps, les apprentis qui seraient venus avec moi, ça aurait été des gars qui auraient eu des DEP, là, qui auraient eu un minimum de formation. Mm-hmm. Mais là, ces travailleurs-là, puis ces équipes-là qui sont composées de travailleurs comme ça, mais ils se retrouvent en quelque sorte avec un manque de connaissances générales flagrantes. Ils sont moins polyvalents. Oui, c'est ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis si ces travailleurs-là ne compensent pas les pertes qu'ils ont dû assumer par le système en allant faire leur formation professionnelle à Fier et Compétent, bien, j'estime que ces travailleurs-là vont avoir de sérieux problèmes dans l'industrie pour la qualité de l'ouvrage qu'ils vont faire sur un chantier. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis en plus,
ils n'auront pas les connaissances nécessaires pour aller faire l'examen, dans le fond, pour devenir un compagnon. Parce que ça, ils ne peuvent pas passer à côté de ça, là. En quelque sorte, là, les examens pour devenir compagnon sont très compliqués. Il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs qui font des cours de préparation à l'examen puis qui réussissent même à échouer, là. Puis ça, c'est des personnes même qui avaient fait leur formation, mais si en quelque part, il s'en va là, puis il y a zéro bagage en formation, puis il essaye d'aller faire son examen de compagnon, il y a de grandes chances que ce travailleur-là, il sorte de là avec un échec, là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça serait dommage. Puis à long terme, ça va avoir un impact sur la compétence au sein de la main-d'œuvre. Il n'y a pas de doute. Puis on a les contracteurs les chantiers presse, ils ont on pourrait dire, un manque de main-d'œuvre en quelque sorte. Ils sont réticents à vouloir laisser partir leurs employés, dans le fond, aller faire des formations comme ça, parce qu'ils ont besoin sur le chantier. Ils lui suggèrent des fois de laisser le carte tomber à échéance par exprès. Ils laissent le carte tomber à échéance à exprès. Ils retournent à la CCQ et la CCQ lui remet un nouveau carnet d'apprentissage pour réintégrer dans l'industrie de la construction sans avoir fait une seconde de formation professionnelle. Fait que ça, c'est une problématique que en quelque part, que je parle avec les travailleurs parce que les travailleurs ne savent pas ce qu'ils perdent en faisant ça. Puis ça, c'est important que les travailleurs ils comprennent que s'ils prennent cette avenue-là, mais ils se trouvent à perdre la SIA, la subvention incitative aux apprentis. C'est tout, dans le fond, le premier critère d'admissibilité là, pour avoir ces montants-là de la SIA, mais c'est d'avoir fait tes obligations de formation. Fait que si, en quelque sorte, ils ne les font pas, comme en passant par cette avenue non pavée-là, bien, ils se trouvent à perdre 1 000 $ pour les 2 premières années d'apprentissage qu'ils font au sein de leur compagnie. Fait que c'est quand même un beau montant d'argent que ces travailleurs-là mettent de côté là, par rapport à ça. Fait que je tiens à ce qu'ils comprennent ça. Là, c'est direct dans leur poche, en plus, la SIA. C'est t'appliques puis tu l'as. C'est t'appliques, tu l'as. Si tu as fait tes obligations de formation, c'est automatique. Puis, Benoît, c'est quoi la place de la formation professionnelle au sein du système d'éducation au Québec? Quelle place ça l'occupe? Ben, en fait, la mission de l'École publique québécoise, c'est d'instruire, socialiser, qualifier. En fait, au primaire, secondaire, les élèves, pour la plupart, vont être beaucoup plus dans l'instruction, socialisation. Certains parcours là, qui sont prévus au secondaire pour la qualification, mais principalement, c'est la formation professionnelle qui remplit ce rôle-là. Les gens pensent souvent que pour avoir une profession, un métier, il faut aller au post-secondaire. En fait, au sein de l'ordre secondaire, il y a la formation professionnelle. Et il y a beaucoup de travailleuses et travailleurs qui, dans le fond, par leur métier, doivent se former au sein de la formation professionnelle qui se retrouve dans nos centres de formation professionnelle dans les écoles publiques. Moi, j'ajouterais que pour moi, le DEP, en fait, ça permet aux futurs travailleurs et travailleuses d'être justement, d'avoir une formation polyvalente et non pas de pouvoir seulement œuvrer dans une compagnie ou d'une façon. Souvent, le fait que les centres sont justement, ont différents outils, instruments, équipements également. Les gens ont la chance, comme élèves, d'avoir des formateurs, des enseignantes, des enseignants qui ont œuvré dans les métiers. Ça leur permet d'avoir des techniques différentes, d'avoir la chance d'expérimenter, d'apprendre les normes, santé, sécurité également. Pour moi, tout ce que Dave a dit auparavant, c'est tout à fait juste, là. Donc, les gens qui entrent directement par le bassin, il y a certains enjeux. Maintenant, l'introduction là, récemment de l'idée là, que chaque heure faite en DEP soit reconnue comme 1h30, c'est vrai que ça peut être un enjeu, là. C'est sûrement une idée de faire que les gens aillent plus vers le DEP. Cela dit,
sur le terrain, on peut constater, puis là, c'est ce que j'entends, ça peut avoir une problématique, là. Pour nous, c'est pas un élément qui était réclamé, mais ça a été fait récemment là, par le gouvernement. Puis, au sein de la formation professionnelle dans le système public, c'est quoi qu'on a comme défi présentement? Tu sais, on entend parfois avec des travailleurs qui manquent que ça a été difficile de s'inscrire, que c'est contingenté, ou après ça, il y a pas de cours sur certains métiers dans leur région. Peux-tu faire un tour d'horizon là, des défis de la formation professionnelle? En fait, la formation professionnelle est gérée par le ministère de l'Éducation, qui est bien sûr pas le même organisme gouvernemental. Donc, des fois, entre les besoins des milieux, là, donc du marché du travail, que ce soit la construction ou autre, et ce qu'on a comme moyen, on va se le dire, là, on en parle depuis longtemps, les syndicats de l'enseignement, l'enjeu, c'est l'argent. Ça l'est, mais en plus, de la même façon que la construction a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre, on a le même, malheureusement, ça s'est répandu. C'était déjà la réalité avant la pandémie, mais la pandémie a comme amené également son lot là, de facteurs liés à ça. En fait, puis là, je vais prendre l'exemple de l'atelier école, les CED, où on forme des grutiers ou encore des opérateurs de machinerie lourde. Juste avoir un tel centre, puis il y en a très peu au Québec. En fait, pendant un long bout, l'atelier école, les CED pour les grutiers était le seul endroit. Pour également pour les engins de chantier, c'était la même chose. L'acquisition de telle machinerie, c'est des budgets comme incommensurables. Là, quand je voyais les commissaires prendre des décisions pour l'achat d'une machine, puis on ne parle même pas de machines qui étaient neuves, on parle de machines qui avaient été utilisées. Donc, c'était des montants qu'on ne voit pas là, dans le milieu de l'éducation. Donc, une grue, tu dis que tu achètes à 500 000 ou même plus, c'est des montants très énorme, l'acquisition de terrain, etc. Donc, c'est des enjeux réels. Là, je vais vous prendre un exemple, vous allez rire, mais dans les villes qui grossissent, avoir une école primaire, c'est normalement quelque chose de bénéfique. Mais déjà, les villes se battent pour pas qu'il y ait d'école dans leur secteur. Dans certains cas, les gens n'en veulent pas. Mais avoir un centre de formation professionnelle, surtout dans des métiers particuliers, ben ça peut amener du monde, beaucoup de monde, des équipements, du bruit, etc. Donc ça, c'est des enjeux autres. Pour ce qui est des profs, et là, on en parlait tantôt avec Dave, il disait... ben, c'est sûr que les gars qui viennent des chantiers, arriver à l'école, avoir à se taper une formation universitaire à temps partiel en plus d'enseigner à temps plein, avoir une famille, essayer d'avoir une vie, mais d'avoir un salaire qui est moindre parce que dépendamment le nombre d'années que tu as fait, le salaire d'entrée n'est pas nécessairement toujours à la même hauteur que ce que vous faisiez sur les chantiers. De plus en plus, il y a des formations de soir, même parfois de fin de semaine. Fait qu'il y a, par le passé, les gars venaient dans l'enseignement en se disant, justement, je vais pouvoir concilier travail-famille. C'est pas toujours évident à ce niveau-là. Donc, on a différents enjeux. Là, Dave le disait tantôt, maintenant, les gars le savent. On arrive, je dis les gars, parce que dans la plupart des cas, c'est des gars, mais sachez qu'il y a aussi des profs femmes. On en a de plus en plus. Cela dit, vont souvent arriver et on peut se dire là, que dans l'enseignement, peuvent perdre jusqu'à quasiment la moitié ou des fois le tiers là, du salaire qu'ils gagnaient sur les chantiers. Là. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu à ce niveau-là parfois, combiné avec le fait d'avoir à faire une formation universitaire de 4 ans, mais qu'ils étalent à temps partiel sur 10 ans. Donc, c'est des cours et les tests ne sont pas évidents. Déjà, les profs, comme moi, par exemple, qui ont à passer le test de français, il y a beaucoup d'échecs. Pour les gens, en plus de métier, d'avoir à passer des tests de français qui ne sont pas évidents pour compléter la formation, c'est aussi un éreintant, là, je vais le dire. Là, on l'entend souvent des profs de la formation professionnelle. Oui, parce qu'en fait, ça prend quand même des gens de métier pour enseigner un métier. Tout à fait. Fait que c'est sûr ça n'est que ça. Ben, et puis les défis par rapport à
avoir accès aux cours. Dave, ça arrive souvent. On a des gens, ils s'inscrivent à du perfectionnement ou ils s'inscrivent à des cohortes. Je l'ai eu, ça a été cancellé, j'ai la discuté. Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, c'est comme Benoît dit, 20% dans le fond des formations où des travailleurs se sont inscrits ont été annulés par rapport au manque de professeurs là, qui était... c'était une des raisons majeures là, pourquoi il y avait des annulations de formation là, à ce moment-là. Le COVID a été très compliqué là, par rapport à ça. On a des travailleurs qui se sont inscrits à 3 formations et les 3 formations étaient remises. Remises jusqu'à un point où ils disent « OK, est annulé ». Ça, c'est des choses, en quelque sorte, qu'on a vu beaucoup dans l'industrie. La CCQ a donné de la lassitude par rapport à ça. S'ils voyaient que le travailleur faisait le maximum, dans le fond, possible pour lui, en quelque sorte, de s'inscrire aux 3 formations, mais si ses cartes arrivaient à échéance, puis il arrivait et dit « Écoute, là, j'ai tout fait ce que j'ai pu, là. Je me suis inscrit à 3 formations, puis j'ai pas été capable d'aller en faire une. Voici les résultats qui m'ont été envoyés par la CCQ. » Mais ces gars-là, il y avait une extension sur leur carnet d'apprentissage là, pour pouvoir se réinscrire et recommencer le même scénario facilement pour 2 ans, là, facile. Là. Il y a des travailleurs, veut pas, qui se sont retrouvés à aller faire l'examen de compagnon dans l'industrie sans avoir fait une formation professionnelle obligatoire par rapport à les entrées par bassin de l'article 7. Puis, on a un problème aussi par rapport à la disponibilité régionale, non? Parce qu'il n'y a pas tous les métiers qui ont des centres de formation dans chacune des régions. Ben, un peu comme je le mentionnais, en fait, le coût est souvent à la base de ça. L'autre élément qui est un élément purement bureaucratique, c'est que pour offrir une formation, pas un centre de formation, mais plutôt un centre de service scolaire doit avoir une carte. Une carte, c'est par exemple pour la formation de ferblanterie, on va dire le centre de service de Montréal, je prends un exemple, je sais qu'il ne l'offre pas, mais ça l'obtiendrait. Ça ne veut pas dire que le centre à Québec peut l'obtenir ou à Gatineau ou ailleurs au Québec. Donc, c'est le gouvernement qui détermine, qui l'offre. Et parfois, il va y avoir des centres qui ont une formation, donc une carte, et qui vont ouvrir des centres satellites, parfois à des endroits pour une période X, mais souvent, quand ils vont faire ça, c'est qu'ils ont une entente soit avec un groupe quelconque, avec une municipalité, avec le gouvernement, pour avoir une formation précise. Là, par exemple, en 2014-2015, les opérateurs de machinerie lourde dans le coin de l'atelier École des Cèdres ont eu un contrat avec le Nord, là, donc dans le coin de Sept-Îles, avec les communautés autochtones de ce secteur-là. Donc, c'était vraiment, tout était balisé. Donc, pendant 2 ans, il y a eu une formation. Donc, c'était un centre satellite à ce moment-là. Puis c'était les CED qui enseignaient. Exact. OK. Ouais. C'est un peu... je ne veux pas dire que c'est absurde, mais ça reste que c'est complexe pour être capable d'offrir de la formation partout. Là. Oui, puis pour faire ça, bien sûr, il faut avoir des ententes sur le territoire, avoir le lieu, mais avoir également la machinerie. Déjà qu'on l'a, admettons, à un endroit, puis on peut trouver que c'est bizarre, mais avoir un centre puis l'aménager réellement, puis c'est impressionnant, on en reparlera tantôt quand vous allez parler de la promotion, mais quand on entre dans un centre de formation professionnelle, c'est des endroits faits pour faire des essais, là, comme pour apprendre le métier. Donc, il faut reproduire le marché du travail, mais dans un endroit. Puis là, on parle de la construction notamment, mais ça ne peut pas être mineur. Il faut que ça soit méga, il faut que ça soit adapté. On parle de terrains qui peuvent être très gros dans des cas de machinerie, mais même pour faire que ça soit l'électricité, la plomberie, etc., mais ça prend une disposition. Donc, c'est tout ça. Là. Donc, ça explique pourquoi certains centres de services ne l'offrent pas. D'autre part, un centre de service qui a une carte, ça rapporte de l'argent de la formation professionnelle. Avant de laisser quelqu'un d'autre l'avoir, puis là, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais disons que c'est plus profitable d'ouvrir des fois, dans certaines situations, un centre satellite
que de laisser un autre centre de service obtenir une carte, puisque contrairement à la formation secondaire primaire, la formation professionnelle, c'est payant pour les centres de service. Et puis pour le travailleur, c'est payant aussi d'aller suivre une formation, ou entre autres en perfectionnement? Les incitatifs, dans le fond, qui sont prévus à Fier et Compétent pour les travailleurs qui font les formations, c'est 55 $ par jour. OK. Ces montants-là, je tiens à spécifier qu'il n'y a aucun relevé d'emploi qui est émis par la CCQ par rapport à ces montants d'argent-là qui ont été remis aux travailleurs pour des frais de déplacement. C'est un remboursement de dépenses. C'est un remboursement de dépenses. Et puis ça, c'est très important parce que les travailleurs qui prennent dans le fond, une formation qui est plus longue, souvent vont se donner en temps normal de travail. Fait que ces travailleurs-là vont devoir s'absenter du travail pour aller faire leur formation obligatoire. Ces travailleurs-là, ils ont droit à l'assurance emploi, dans le fond, au chômage. Puis, les déclarations de ces montants-là au chômage ne sont pas obligatoires. Ou plutôt, vous ne devriez pas. C'est pas un revenu. Ce n'est pas un revenu. Mais là, ce qui arrive, c'est que si toi, tu remplis tes demandes de chômage, et toi, tu dis, avez-vous des sommes à déclarer? Oui, j'ai 55 $ les 5 jours que j'ai été en formation. Eux, ils ne feront pas d'investigation pour savoir si c'est legit ou pas de couper le chèque de chômage de ce travailleur-là. Là, on a des familles monoparentales, des fois, qui vont faire une formation comme ça, une semaine de temps. Et puis, ils se font couper leur revenu, dans le fond, parce qu'ils ne sont plus à l'emploi. Puis là, ils se font couper le chômage inutilement. Fait que je tiens à passer ce message-là aux travailleurs qui vont faire les formations. C'est important. Étiez-vous aux études pendant ces 2 semaines? Oui. Avez-vous des sommes à déclarer? Non. C'est important parce que ça change une grosse partie. Puis, oui, les rémunérations sont intéressantes rendues là, tu sais. Tu as ton déplacement de 55 $, puis tu as 54 cents du kilomètre, tout dépendant où tu habites. Puis en plus, tu as ton chômage qui va venir compenser, dans le fond, la perte de salaire que tu as assumée. Puis, en fait, comment est-ce qu'on pourrait rendre la formation professionnelle plus attrayante, d'aller faire le DEP? Je peux comprendre que certaines personnes, à cause des bassins, se disent « Ah, ben, je vais rentrer tout de suite, je vais avoir mon salaire. » Mais il y a une valeur ajoutée à aller faire la formation professionnelle, puis ça permet d'être compétent plus vite aussi. Comment est-ce qu'on pourrait la rendre plus attrayante? Moi, personnellement, les formations professionnelles sont déjà très attrayantes. Il s'agit d'aller dans le champ, aller parler avec nos travailleurs qui sont dans ces situations-là, qui sont en obligation de formation et tout, puis aussi avec les fameux apprentis à apprentissage écourté, d'aller se perfectionner aussi, sont déjà très attrayants. Puis si les personnes y comprennent exactement tout ce qui est rattaché à aller faire ces formations-là, puis qu'est-ce qu'ils vont en bénéficier aussi pour l'avancement de leur carrière, puis pour l'avancement de l'industrie de la construction aussi pour les prochaines années. Mais je pense que c'est déjà assez attrayant là, comme ça. Là. Et ça, c'est ton rôle sur les chantiers. Exact. En étant agent de promotion, juste pour si les gens ils te voient sur le chantier, ils peuvent venir te voir puis parler de la disponibilité. Les formations professionnelles, c'est mon rôle. Là. Je me promène sur les chantiers actuellement puis je fais la promotion des formations professionnelles puis je lui explique à ces entrées par bassin-là que c'est pas une option. Là. C'est une obligation, ça. Puis pour ton bien puis pour le bien de l'industrie. Puis, en quelque part, si tu veux avoir un petit peu plus de facilité aussi à passer ton examen de compagnon, bien, ça serait une bonne idée d'aller suivre tes formations obligatoires. Ça, il n'y a pas de doute. Puis même les compagnons peuvent aller en faire. Certain. Exact. Parce que perfectionnement, ça ne s'arrête pas. Non, ils peuvent aller faire des perfectionnements. Ça, il n'y a pas de doute. C'est ces apprentis qui se trouvent à chapeauter, dans le fond, une entrée par bassin comme ça, mais lui, il a des connaissances que, il y a 2 ans de connaissances, là, parce qu'à 80% de les heures faites d'apprentissage, ils peuvent aller faire leur examen aussi, là, pour devenir compagnon. Fait que c'est très rapide. C'est très, très, très rapide. Là. Puis, je suis pas sûr qu'il y a les connaissances nécessaires, dans le fond, pour
chapeauter un apprenti comme ça qui arrive du bassin, qui n'a aucune connaissance, puis que que ça soit sécuritaire pour les deux travailleurs. Puis si, en quelque part, ils sont capables d'aller faire des formations professionnelles pour accélérer, dans le fond, leur connaissance, mais c'est sûr que je le souhaite. Puis, Benoît, pour valoriser la formation professionnelle, y a-t-il des méthodes qu'on pourrait avoir sur les inscriptions? Je sais qu'il y a de plus en plus de travail-études ou de stages en milieu d'emploi qui sont valorisés. Il y a l'inscription, oui, mais après ça, comment on peut aménager les choses pour Ben, s'assurer que les gens complètent leur formation? ce que Dave a dit pour moi, dans le sujet là, que tu viens d'aborder, c'est important. En fait, la FTQ Construction, puis je vais prendre aussi les collègues du 791G ont fait une très grosse lutte par rapport à la formation des grutiers, mais ce que j'entends depuis des années de la FTQ Construction, c'est aussi l'appui à la formation professionnelle, au perfectionnement. Euh, Nous, on a été aux abords là, de la lutte qui a été faite en 2018 et pour moi, c'est essentiel. Maintenant, le gouvernement, en temps de pandémie, s'est rendu compte, on a des pénuries, la formation professionnelle, c'est important, on entend le discours, on entend les millions pleuvoir, des annonces quelconques. Concrètement, ça vient toujours comme une mode, on dirait, et non pas comme quelque chose que l'on construit et qu'on soutient dans le temps. Par exemple, quand j'étais au secondaire, on parlait pas de l'AFP. L'AFP, c'était pour les personnes qui allaient pas réussir à l'école, notamment. Là, c'est un peu comme ça qu'on vendait ça. C'était pas positif. On nous parlait toujours du cégep, de l'université. Or, la réalité, c'est que du monde qui font de l'université, mais qui vont gagner moins puis vont avoir moins de plaisir dans leur profession, leur métier, que les gens qui vont œuvrer dans des métiers pour lesquels tu peux avoir un DEP. Pour moi, ça va prendre une stratégie globale. Et ça, la FTQ Construction à ce niveau-là va de l'avant là-dedans. Nous aussi, on fait la promotion, je pense, entre autres, à un concours qui s'appelle La Persévérance, a aussi un visage au niveau des adultes. On promeut beaucoup la formation professionnelle, mais le gouvernement le fait-il réellement? Puis pour moi, ça passe par des campagnes, pas juste d'annonces ministérielles, mais réellement de développer, d'expliquer, parce que depuis quelques années, au secondaire, il n'y a plus de formation précise de choix de carrière comme ça a déjà existé par le passé. Il y a ce qu'on appelle des contenus d'orientation scolaire professionnelle qui sont insérés. Tous les profs ont cette responsabilité-là de faire, mais le contenu des cours est tellement important au secondaire qu'il y a peu de profs finalement qui ont la chance de pouvoir faire ça. Donc les enfants, même les plus vieux, les adultes, de savoir que tous ces métiers-là existent, c'est difficile si tu le vois pas, puis ça peut pas passer juste dans des émissions, là, télé-réalité ou sur Facebook. Ça doit se faire de façon conjointe. Donc, pour moi, il y a qu'on le fasse ensemble, c'est une chose. Que le gouvernement œuvre pour tenter de montrer que les métiers existent, notamment les métiers de la construction. Ça pourrait permettre aux gens, parce que dans les centres de formation, notamment en construction, on a principalement des gens environ de 26-27 ans. Quand on fait le cumul, là, donc, pour moi, c'est pas juste le secondaire, c'est même après, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir fait différents parcours, des choix de vie, puis après vont faire le choix de retourner aux études. D'autre part, j'entends Dave dire de faciliter les gens qui sont en emploi de pouvoir retourner aux études, prendre des... Pour moi, c'est essentiel. Il y a des périodes où je comprends, il y a des pénuries, il y a des besoins, mais il y a des périodes où il y a un certain ralentissement. Il faut absolument favoriser autant dans les moments pressants d'avoir ces moments de qualité-là, parce que si on presse le citron, c'est des accidents de travail qui peuvent survenir, mais pas juste des accidents de travail en construction, ça peut avoir des effets sur la population. Puis on en a entendu parler en 2018, une grue qui échappe une charge, c'est pas une blague, ça peut mener à quelque chose de grave. Un plombier qui a mal évalué quelque chose, puis qui a du gaz, peu importe qui passe, ça peut créer une explosion, et là, je prends en nommer.
Fait que pour moi, ça va prendre une stratégie plus que juste des annonces, donc une convergence. Là, je sais que tu as posé une autre question, mais je m'en souviens plus. Ben, en fait, ça m'amène à une autre affaire. Vous rentrez en négociation. On est dedans. Oui, c'est ça. Vous êtes en négociation nationale, puis il y a certains des enjeux qu'on adresse, j'imagine, ça va aussi se retrouver dans la table. Je voulais dire, on pourrait être solidaire avec vous pour s'assurer d'encourager la formation professionnelle. Ben, en fait, les éléments que Dave soulevait, pour moi, l'enjeu du perfectionnement, tu as abordé la question d'études-travail. Depuis environ le milieu des années 2010, le gouvernement veut revoir la formation professionnelle. C'est pas nécessairement lui en premier qui veut faire ça, c'est les différentes industries, autant la construction que d'autres industries qui souhaitent de plus en plus de flexibilité. Donc, je parlais tantôt de travail de soir, de fin de semaine pour permettre à la main-d'œuvre qui est au travail pendant la semaine de pouvoir suivre les cours. Donc, on va avoir des profs qui sont souvent des gens, en fait, qui sont toujours des gens de métier. Ils vont quitter le métier pour justement offrir des formations pour éviter d'avoir à travailler dans des horaires pas possibles. Donc, ça va être des enjeux. Nous, on va avoir besoin que le gouvernement, en ce sens-là, on en parle, là, mais qui donne les conditions favorables pour le faire. Et pour moi, une pénurie ne peut pas justifier qu'on arrive avec des qualifications bâclées en termes de temps. Ça prend du temps et il y a des acquis qui doivent être faits et ça, c'est la pratique. On ne peut pas compresser. Ce qui a été fait pour les préposés ou dans les CHSLD, c'est une formation très, très spécifique et surtout, ben, on presse le citron. Ce qui arrive, c'est que parfois les gens, autant les profs que les élèves qui sont des futurs, des apprentis, futurs compagnons, ben, est-ce que la qualité de la formation est là? Moi, je pense qu'il va falloir réfléchir à ce niveau-là. Il y a des enjeux dans le futur. On sait qu'on a un grand besoin de main-d'œuvre qualifiée qui s'en vient, tu sais, puis tout ça, c'est sûr que c'est capital là, qu'on ait les outils pour être capable de la former. Puis, Dave, t'entends-tu des choses sur les chantiers, sur ce que les travailleurs-travailleuses auraient besoin pour aller dans la FP? Qu'est-ce qui les convaincrait d'y aller davantage? Bonne question. Écoute, qu'est-ce qui... Ils ont tout... tu sais, on lui parle... Faudrait qu'on les laisse aller, peut-être. Ben, en gros, il y a beaucoup de monde qui s'inscrit aussi, là, tu sais, c'est annulé, tu sais, les gars, ils se sont peut-être découragés à travers tout ça. Peut-être organiser, tu sais, les formations pour qu'il y en ait plus, là, en quelque sorte, qui se rendent à terme, là, tu sais, des formations, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis bien d'accord, le COVID a été problématique, là, pour les formations professionnelles, mais rien n'empêche que l'avenue est là, tu sais. En quelque part, c'est ça qu'il faut qu'on essaie de rectifier, dans le fond, dans les formations professionnelles, c'est d'en amener plus à terme là, de ces formations-là. Puis, je crois, avec l'ouvrage qu'on va faire, nous, dans le champ, puis de passer le message, puis d'inciter nos travailleurs à aller aux formations, puis d'inciter les travailleurs à aller à les formations obligatoires, là. Puis, il y en a beaucoup là-dedans, tu sais, on les apprend en quelque sorte qui ont ces formations obligatoires-là. Il y a des raisons pourquoi que ces travailleurs-là, il n'y avait pas les renseignements nécessaires, dans le fond, quand ils sont rentrés par des bassins ou quoi que ce soit, puis qui n'étaient pas au courant qu'il y avait ces formations obligatoires-là à les faire. Puis peut-être que les gars, ils n'ouvrent pas leur mal, là, parce qu'il y a des lettres qui sont envoyées par la CCQ, il n'y a pas de doute. Ouais. Ils prennent ça comme une lettre d'assurance, ils garagent ça sur le comptoir de la cuisine, là, puis ils vont lire ça plus tard. Mais finalement, c'était la troisième lettre qui est arrivée, là, c'est pour dire que tes cartes sont échues, là, puis c'est fini. Là. Mais rien n'empêche que, gars, on fait la promotion, nous, on se promène ces chantiers, puis on dirait que le message y passe. C'est très simple de s'inscrire en passant. Tu sais, les travailleurs, ils peuvent aller sur le CCQ en ligne. Ils vont dans l'onglet formation. Ils vont au métier qui, mettons, ils vont aller charpentier, menuisier. Puis toutes les formations, dans le fond, ils vont sortir. Puis ceux-là qui ont un astérix à côté du code de cours, c'est sur ceux-là que les travailleurs devraient se concentrer. Dans le fond, c'est les formations qui relèvent de l'article 7. Dans le fond, c'est toutes les formations qui sont données en temps de DEP. Fait que les travailleurs doivent prendre 3 formations
Avec un astérix. Avec un astérix, s'inscrire à 3 formations. Ils ont le droit de s'inscrire à 3 formations maximum. Donc, une fois qu'ils sont inscrits à ces 3 formations-là, aussitôt que la CCQ leur envoie une lettre comme quoi qu'ils sont admis à une de ces formations-là, bien, ils se désinscrivent aux 2 autres. Fait qu'ils se donnent toutes les chances possibles, dans le fond, de réussir à faire une formation. Fait que les outils sont là. On va véhiculer, nous autres, le message. On va rencontrer des travailleurs dans le champ. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Surprenez-vous pas les travailleurs et travailleuses là, de nous voir sur les chantiers. Il n'y a pas de doute qu'on va être là. Il y avait une problématique au niveau des entrées par bassin. Les femmes, ils choisissent des métiers, dans le fond, où les bassins, ils n'ont pas ouvert. Fait que ça fait en sorte qu'il y a moins de monde, dans le fond, qui sont en obligation de formation. Et ces femmes-là s'inscrivent dans des formations actuellement pour se faire dire qu'il n'y a pas assez d'inscriptions dans les formations qu'ils choisissent. On a trouvé une façon, dans le fond, de pouvoir contourner ça. C'est qu'on a des écoles de métiers qui acceptent de prendre des femmes ou des travailleurs aussi qui sont dans cette situation-là, où ils n'arrivent pas à faire leur formation, qui choisissent, dans le fond, avec les astérix, mais ils peuvent aller les suivre en temps de DEP avec un groupe qui est déjà établi dans une école de métier. Ça, on a eu quelques travailleurs qui ont pris cette avenue-là, puis ça a été bénéfique pour eux autres. Ils ont été capables, en quelque sorte, ils vont chercher le module. De chercher un module, exactement, puis c'est comme s'ils combleraient leur obligation de formation par rapport à l'article 7. Fait que c'est une autre avenue qui est possible. Fait que si jamais vous avez des questions à ça, il n'y a pas de doute, vous pouvez appeler ici à FTQ Construction, puis je vais vous référer les bonnes personnes. Demandez Dave. Exact. Avec ce que Dave dit, dans le fond, là, tantôt, on se parlait avant d'avoir les micros. On parlait de la façon de rémunérer les profs qui offrent certaines formations, qui sont des gens de chantier. Tu me demandais dans la négociation, dans la dernière négociation, on a convenu avec le gouvernement que toutes les heures qui étaient octroyées pour la formation professionnelle, nous, notre demande, c'était que ça puisse offrir des heures payées comme un prof, donc que ça compte dans le contrat du prof aussi. On est en négociation encore à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a une différence dépendamment d'où provient la source de financement et la demande du cours. Donc, bien qu'il y ait des cours et des perfectionnements intéressants qui sont offerts parfois au sein du DEP, parfois, c'est aussi des demandes faites au service aux entreprises des centres de services scolaires. Et ça, à ce moment-là, il arrive que les enseignantes ou enseignants qui offrent ces cours-là n'ont pas la même rémunération. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes conditions. Bien que c'est des cours de qualité, il arrive que parfois, ce n'est pas un incitatif dont Dave parlait pour amener les profs là, à offrir ces cours-là dans certains cas. Excellent. Moi, j'aurais terminé. Auriez-vous un message que vous voulez donner aux travailleurs travailleuses, aux enseignants enseignantes avant qu'on conclue? Moi, je vais en avoir un. Là. En fait, les profs de la formation professionnelle, c'est des gens de métier, des gens qui apprécient faire ce qu'ils font. Quand ils viennent, ils enseignent, on en parlait tantôt, c'est dur les métiers, mais quand ils viennent, ils donnent toute leur expérience. C'est tout ça également, puis c'est souvent fait avec passion. Et je veux mentionner qu'il faut faire attention aux besoins pressants de main-d'œuvre actuellement, qui ouvrent des chantiers pour offrir la formation professionnelle, que ce soit dans des formations à distance qui sont très peu possibles dans certains métiers. Là. Et le gouvernement fait fi du rapport de la vérificatrice générale qui disait justement les enjeux liés à la formation pendant la pandémie. D'autre part, le travail, études, ça peut être bon. Mais dans les moments, puis j'entendais Dave parler, que les entreprises ils ont tellement de besoins de production qu'ils vont même être prêts à sacrifier des formations pour que les travailleurs continuent à travailler. Mais cet enjeu-là, puis je prends l'exemple de la formation des grutiers où je l'ai entendu parler assez là, par Evans, Charles Goyette, puis tout, bien,
c'est sûr que quand tu es sur le chantier, il y a de la pression pour de la production. Est-ce que c'est favorable pour avoir une formation réelle pour ces travailleurs-là ou même les enseignants ou enseignantes qui sont donnés? C'est vraiment un enjeu. On doit se le dire quand tu es d'un centre de formation. Il y a tout pour des essais contrôlés. Donc, c'est la voie à suivre. Puis, je suis vraiment heureux d'entendre, puis c'était pas la première fois, mais la FTQ Construction à ce niveau-là se tient pour la formation professionnelle, puis on vous remercie énormément. Ça fait plaisir. Puis... Moi, en quelque sorte, j'ai une suggestion, en quelque sorte, par rapport à tout ça. C'est les travailleurs qui arrivent par le bassin sont mandatés, dans le fond, d'attendre d'avoir complété 400 heures dans l'industrie avant de pouvoir s'inscrire à la formation professionnelle. Ces travailleurs-là, ils arrivent dans l'industrie, l'anxiété est dans le tapis parce qu'ils n'ont pas les connaissances, puis ils ne se sentent pas à l'aise d'aller travailler avec des confrères, puis des travailleurs qui les regardent des fois avec des yeux, là, en quelque sorte. Moi, je pense que le plus rapidement que les travailleurs pourraient accéder aux formations professionnelles, mieux que ça serait. La raison pourquoi ils mettent 400 heures, je ne suis même pas sûr pourquoi ils demandent aux travailleurs d'attendre 400 heures avant de s'inscrire dans les formations professionnelles, mais je trouve, moi, en quelque sorte, que ça ne devrait pas avoir lieu. Bien, je vous remercie vraiment pour votre temps, Benoît, Dave. Excellente discussion, puis on en aura probablement d'autres. Puis j'invite les auditeurs et auditrices, si vous avez des questions, à les poser là, en commentaire. Je tiens à remercier Louis-David de la Lancette-Renault à la réalisation et à la régie. Et dans le fond, merci aux auditeurs et auditrices pour nous avoir écoutés. Puis on se revoit pour un autre épisode d'Info Chantier. Merci.